Nous, comment en est-on arrivé là? Bon, c'est une situation qui est déplorable, à plus d'un titre, puisque depuis la chute de Bozizé, la situation sécuritaire s'est détériorée considérablement dans le pays. Et aujourd'hui, nous avons des centaines de milliers de déplacés internes et des réfugiés aussi dans les pays voisins. La situation humanitaire également est très, très préoccupante. Et voilà le tableau de la situation dans le pays. Monsieur le Premier ministre, la Séléka est cantonnée, mais les exactions continuent. Qui se cache derrière? Les exactions se poursuivent, bien entendu, des bandes armées et des milices armées continuent à commettre des exactions aussi bien à Bangui que dans les provinces. Et donc la mission dévolue aux troupes internationales, particulièrement la MISCA et l'opération Sangaris, c'est d'aider effectivement à désarmer toutes ces milices afin de stabiliser et de sécuriser l'ensemble du territoire national. Pour l'instant, c'est à Bangui que les opérations ont commencé, mais de façon générale, la situation est encore très fragile. Les anti-Balaka sont indexés. Où sont-ils et pourquoi ne les désarme-t-on pas? Les anti-Balaka, au départ, étaient des groupes d'autodéfense qui ont été constitués particulièrement dans les provinces pour s'opposer aux exactions de l'ex-Séléka. Aujourd'hui, ce phénomène a pris de l'ampleur, particulièrement à Bangui depuis le 5 décembre. Et à ces anti-Balaka se sont ajoutés, et il faut le reconnaître, des ex-éléments, des ex-soldats de la garde présidentielle de Bozizé, qui les ont aussi entraînés, qui les ont aussi formés au maniement des armes de guerre. Et puis, à partir de ce moment-là, les objectifs poursuivis n'étaient plus une question d'autodéfense, mais une déstabilisation des institutions de la transition. À cela se sont ajoutés également des bandits, des voleurs, ceux qui ont été libérés des prisons, et donc ça constitue une menace pour la sécurité des citoyens dans la ville de Bangui. Bien entendu, le gouvernement a demandé aux troupes de la MISCA, ainsi qu'à l'opération Sangaris, de désarmer tous ceux qui seraient en possession d'armes de guerre ou d'armes blanches et qui sèment la désolation au sein de la population civile. Et particulièrement dans des zones comme par exemple la sortie nord de Bangui, où se trouve l'essentiel, des éléments des anti-Balaka. Leur bastion se trouve dans la sortie nord de Bangui et qui empêche toute circulation sur cet axe-là. Le gouvernement a demandé aux forces internationales de procéder aussi à leur désarmement au même titre que les ex-Séléka. Cela n'a pas pour autant empêché que ces anti-Balaka exercent des exactions sur les populations civiles, notamment les Tchadiens qui ont dû quitter la RCA en masse. Nous pensons qu'il faut éviter de faire des amalgames. Il y a des Tchadiens qui sont en Centrafrique ici depuis très longtemps, qui ne sont pas associés à la vie politique de ce pays. Certains même sont nés ici en Centrafrique, qui n'ont jamais mis pied au Tchad et qui ne peuvent pas trouver une insertion sociale facilement au Tchad. Donc le gouvernement regrette que ces Tchadiens-là, dans la situation d'insécurité, puissent être rapatriés au même titre que nous regrettons le départ de beaucoup d'étrangers, parce que pour nous, ces Tchadiens, ce sont aussi nos frères. Bien entendu, dans le groupe Séléka qui était arrivé au pouvoir, il y a des Tchadiens, c'est vrai, qui sont des mercenaires, qui ont accompagné les Séléka, mais de là à faire de l'amalgame pour incriminer toute une population, je pense que c'est un pas qu'il ne fallait pas franchir.
14 000 Tchadiens ont été déjà rapatriés. Il reste encore l'opération évacuation continue. Est-ce que le départ massif de ces Tchadiens crée-t-il un vide ici sur le plan social, sur le plan économique? Bien entendu, ça va créer un vide sur le plan social parce qu'il y a des relations qui se sont tissées. Il y a des ressortissants tchadiens, mais qui sont nés ici en Centrafrique, qui ont grandi ici, qui connaissent plus de gens ici qu'au Tchad, qui ont plus d'affection, je dirais même peut-être de relations en Centrafrique qu'au Tchad. Et donc leur départ causerait bien entendu un vide sur le plan affectif, au plan social, au plan des relations, je veux dire, et au plan économique aussi, puisque vous savez, beaucoup de Tchadiens sont dans le commerce. Et c'est eux qui détiennent le commerce, particulièrement au kilomètre 5. Et leur départ va avoir effectivement des incidences au plan économique. Oui, cela est d'autant plus vrai que parmi les rapatriés à N'Djamena, on s'est rendu compte qu'il y en a qui ne parlent ni l'arabe, ni le Ngambaï, moins encore le Sahara, aucune langue du Tchad. Donc ceux-là ont été victimes de cette campagne savamment orchestrée par un certain milieu hostile à la paix et qui ont créé cette confusion. C'est le cas égal à Tchadien, Tchadien égal à musulman. Une telle campagne qui a été menée et qui a donc compliqué les choses. Oui, il y a une campagne qui a été menée. Je pense que cette campagne remonte effectivement depuis le régime de Bozizé, qui, à défaut d'être en mesure de faire face à l'offensive de Seleka, a fait de l'amalgame en disant que Seleka, c'est tchadien, Seleka, c'est musulman, etc. Et donc, cette vision de nature à s'aimer le désordre et consistant à opposer les Centrafricains aux Tchadiens, à opposer les chrétiens aux musulmans, il faut reconnaître que Bozizé a sa part de responsabilité, et avec ses partisans également. Quel est l'apport de la MISCA? Pensez-vous qu'elle va à court terme maîtriser la situation? La MISCA, officiellement, n'existe que depuis le 19 décembre 2013. La MISCA n'a pas encore un mois d'activité. Donc il est prématuré de porter un quelconque jugement de valeur sur l'efficacité de la MISCA. La MISCA doit, effectif qui a été déjà proposé, de 6500 hommes. Et lorsque les moyens matériels lui seront affectés, en ce moment-là, on peut se permettre de porter l'opération. Pour l'instant, il me semble prématuré de dire si la MISCA a été efficace ou pas. Il faut leur accorder le temps nécessaire pour faire leurs preuves sur le terrain. À côté des forces de la MISCA, il y a aussi l'opération Sangaris, donc les forces françaises qui eux aussi ont été déployées pour restaurer la paix en RCA. Comment appréciez-vous leur rapport? Bon, leur contribution est significative aussi, puisque le mandat qui a été conféré à l'opération Sangaris, c'est de servir d'appui aux forces de la MISCA, et je pense qu'ils s'acquittent bien de cette mission. Les soldats tchadiens sont accusés d'avoir tiré sur la foule. Qu'en est-il exactement? Je ne dispose pas d'éléments sur cela. Je voudrais de façon générale dire que les troupes tchadiennes qui sont en Centrafrique ne sont pas envoyées de façon unilatérale par le gouvernement tchadien. Les troupes tchadiennes qui sont en Centrafrique sont envoyées ici, sont ici sur la base d'un mandat international, d'abord au niveau de la CAC et au niveau donc, de l'Union africaine, et sur la base
des mandats conférés par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, ils sont là sur la base d'un mandat international. Maintenant que, à titre de façon isolée, quelques éléments commettent des exactions, il appartiendra donc au commandement de ces unités, de ces contingents qui sont en place, ou bien de la MISCA, de mener les enquêtes et puis de prendre les sanctions appropriées. Parce que, comme vous le savez, un peu partout dans le monde, ces troupes qui sont envoyées dans certains pays, il peut y avoir aussi des brebis galeuses. Mais on ne peut pas de là tirer la conclusion que c'est tout le contingent qui doit être condamné en tant que tel. S'il y a des brebis galeuses, mais les sanctions militaires ou autres peuvent être prises contre ces éléments-là. La transition, c'est 18 mois, 6 mois sont déjà écoulés. Est-ce qu'en une année, la situation sera stable et que l'on va pouvoir organiser des élections? En ce qui concerne le gouvernement, nous avons déjà mis en place l'autorité nationale des élections, qui est la seule structure habilitée à préparer et à organiser les élections. C'est à cette structure seule que revient le droit de dire si les conditions objectives pour faire des élections transparentes, crédibles et apaisées sont réunies. Il n'y a pas longtemps, vous avez du mal à collaborer avec le président des transitions. Pourquoi cela est-il arrivé? D'aucuns disent que Diotodia est un président en prison. Vous savez, dans la gestion d'un État, il y a toujours des difficultés. Hein. Tout le monde ne peut pas avoir la même approche des problèmes. Ce qui est fondamental, ce n'est pas qu'il y ait des problèmes. Ce qui est fondamental, c'est de savoir comment ces problèmes doivent être résolus. Et à mon avis, chaque fois que ces problèmes se sont posés, nous avons eu à trouver des terrains d'entente. Nous avons eu à nous retrouver ensemble et avec l'aide de nos frères du comité de suivi de la crise centrafricaine, nous avons toujours eu à aplanir ces divergences qui ne sont pas des divergences fondamentales de nature à remettre en cause le processus de transition dans lequel nous sommes tous engagés. Avez-vous le sentiment que la RCA est aujourd'hui livrée à lui-même? Nous ne pouvons pas dire que nous sommes livrés à nous-mêmes, puisque nous bénéficions de la solidarité internationale, et particulièrement de nos frères de la CEAC, à qui j'adresse ici au nom du gouvernement et au nom du peuple centrafricain tous nos remerciements et toute notre gratitude. Et puis de l'ensemble de la communauté internationale, en particulier de l'Union africaine, des Nations unies, de l'Union européenne, de l'Organisation internationale de la francophonie et de tous les États qui, à titre au niveau bilatéral aussi, contribuent à aider la RCA. Donc la République centrafricaine n'est pas seule dans cette épreuve extrêmement difficile. Les éléments de la Seleka, Monsieur le Premier ministre, auraient laissé entendre que si jamais on ne laisse pas aux commandes de ce pays, ils sont prêts à aller jusqu'à la sécession. Est-ce que vous êtes prêt à laisser cette idée et prendre corps? Bon, il y a une personne qui s'appelle Sabon Abakar qui a fait cette déclaration, mais cette déclaration a été désavouée non seulement par le chef de l'État de la transition, par le président du Conseil national de transition, par moi-même et l'ensemble de la classe politique centrafricaine, puisque pour nous, l'indivisibilité et l'unité nationale de la République centrafricaine ne sont pas négociables. Nous ne pouvons pas accepter la partition ou la sécession de la République centrafricaine. La vie et l'administration en général sont aux arrêts depuis un certain temps. Est-ce que l'administration particulièrement a redémarré? Vous savez que ce qui s'est passé le 5 décembre 2013 était extrêmement grave. Il y a eu plus d'1 millier de morts et des milliers de blessés. Donc le traumatisme est encore profond. La psychose règne encore au sein de la population et personne n'a échappé à tout cela. Et il faut dire que les fonctionnaires, certains sont traumatisés, d'autres qui sont dans des zones d'insécurité n'arrivent pas à rejoindre leur lieu de travail. C'est ce qui explique que pour l'instant, le travail n'a pas repris à 100%.
certains secteurs, certains départements ont repris, mais pas à 100%. Ça se fait, mais de façon, la reprise se fait de façon timide. Un problème politique qui a pris des relents plutôt religieux. Est-ce que vous avez, au sein de votre gouvernement, entrepris d'apaiser les esprits et prôner la paix? Justement, la bataille la plus difficile qui sera menée par le gouvernement, ce serait une longue bataille parce qu'aujourd'hui, les forces internationales qui sont ici en Centrafrique doivent procéder à un désarmement. Ce désarmement, il est physique, il est militaire, mais le désarmement le plus important, c'est le désarmement des cœurs et des esprits, c'est-à-dire désarmer les cœurs et les esprits de la haine et de la vengeance. C'est ça qui est le plus difficile, mais le gouvernement est attelé à cette tâche de conscientisation pour la réconciliation, parce qu'en réalité, les musulmans et les chrétiens ont toujours vécu en symbiose dans ce pays. Et vous ne trouverez pas une famille qui ne puisse pas avoir des musulmans et des chrétiens en son sein. Vous savez, le président Jotodia, par exemple, son père est musulman, sa mère est chrétienne. Moi aussi, j'ai des musulmans dans ma famille. Donc, chez moi, j'ai des musulmans qui sont à ma résidence, qui sont de ma famille. Et c'est le cas de beaucoup de Centrafricains. C'est pour ça que parler de confrontation entre musulmans et chrétiens, c'est quelque chose que on veut nous imposer, mais l'instinct de survie de notre pays nous amènera à faire triompher la raison sur l'irresponsabilité. Demain s'ouvre à N'Djamena un sommet spécial sur la crise centrafricaine. Qu'attendez-vous, Monsieur le Premier ministre, de ce sommet? J'attends de ce sommet que les décisions soient prises allant dans le sens de la consolidation de ce qui a été décidé déjà au niveau des accords de Libreville, déclaration de N'Djamena, de la charte constitutionnelle de transition, et puis pour que nous puissions avoir les moyens de stabiliser le pays sur le plan sécuritaire, d'avoir les moyens au plan financier et de nous aider dans la préparation des élections que nous voulons transparentes, crédibles et démocratiques dans les délais impartis. Avez-vous un appel à lancer? C'est d'abord c'est demander à la population centrafricaine de ne pas céder à la vengeance, à la haine, de rechercher la paix, parce que c'est la seule issue qui peut permettre de sauver la RCA, de se départir de tout esprit de xénophobie, puisque nos frères du Tchad, du Congo, du Sénégal, du Gabon, etc., du Niger, ce sont aussi nos frères africains. Et je formule le vœu que lorsque la paix va revenir, lorsque nous aurons recouvré la paix et la stabilité, que tous nos frères qui sont partis, j'espère que c'est tout à fait de manière provisoire, et que ces frères tchadiens, nigérians, camerounais, sénégalais, ils vont revenir dans ce pays qui est le leur et qui est leur pays d'adoption. Mon grand souhait est qu'ils reviennent tôt ou tard dans ce pays. Sur cette note d'espoir, donc, prend fin cet entretien. Je rappelle que je viens de recevoir depuis Bangui le Premier ministre des Transitions, Nicolas Tchangay. Bonne suite des programmes sur l'ONRTV.